En cette troisième journée au Carrefour international du bois sur le plateau Woodsurfer, et avec mon invité, nous allons parler des forêts françaises et de l'accompagnement qui leur est aujourd'hui proposé grâce à des femmes et des hommes engagés sur le terrain pour contribuer, les accompagner dans les effets du changement climatique de plus en plus visibles. Bonjour Michel. Bonjour Sarah, bonjour à tous et puis bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci d'être parmi nous. Je vous en prie. Je vais te laisser peut-être nous présenter la coopérative forestière SFBL. Tout à fait. Donc je me présente, je suis Michel Moulin, donc je suis directeur technique du groupe CFBL Coopérative Forestière qui accompagne donc les propriétaires forestiers privés sur la grande partie centrale du territoire métropolitain. C'est ce qu'on appelle nous communément la diagonale du vide entre le Lot, la Dordogne et la Haute-Marne. En fait, en structure coopérative, donc des propriétaires qui viennent à nous pour y trouver tous les conseils pour bien gérer leur forêt, donc des services, des diagnostics, des programmations de documents de gestion forestière pour planifier une gestion forestière durable, la réalisation de leurs travaux, et puis derrière, ce qui est le nerf de la guerre, la commercialisation de leur bois. Bien sûr, ouais, bien sûr. Premier débouché, on ne l'oubliera pas. Voilà, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que intervenir dans ce cadre du salon, du Carrefour international du bois, en fait, on voit toute la finalité de l'utilisation du bois qui finance la gestion durable de nos forêts. Et ce qui nous motive, nous, en tant que gestionnaires forestiers, de voir toutes ces industries qui se développent et ces beaux produits qui sont exposés. Et c'est important de faire le lien, comme tu le dis, à juste titre, entre la ressource, la façon dont elle est accompagnée, et puis sa transformation jusqu'au produit fini. Exactement. Et on a une belle présentation ici au salon du vaste éventail de possibilités qu'offre le bois aujourd'hui. Voilà, parce que ce n'est pas toujours facile pour un propriétaire qui produit à long terme. Aujourd'hui, alors ça dépend des essences, mais il va investir pour 40, 50 ans, puis peut-être 120, 150 ans pour le chêne. Donc de voir effectivement la mise en valeur de ces produits de perspective, c'est très boostant en fait. Alors SFBL agit sur le terrain. Vous êtes positionné ou basé dans quelle région? Alors on a 11 agences, 4 nouvelles qui vont venir compléter ces 11 agences. Et on intervient sur grosso modo le grand massif central avec des conseillers forestiers qui sont au plus près des propriétaires. Donc il va y avoir 11 bureaux qui sont proches des propriétaires. Et donc aujourd'hui, CFBL, c'est plus de 18 000 propriétaires forestiers pour une surface adhérente de 163 000 hectares. Quand un propriétaire vient à nous pour dire voilà, je suis propriétaire forestier, bon, forcément c'est rarement un professionnel, parce qu'on hérite de forêts effectivement de ses parents, de ses grands-parents, voire on en acquiert. Mais comme c'est un métier très technique, ils ont besoin d'accompagnement. Et donc nous aujourd'hui, on les conseille en fonction de leurs propres objectifs, puisqu'on a des propriétaires, je dirais, avec des objectifs très variés, d'autres qui sont plus patrimoniaux, d'autres plus économiques, d'autres plus plaisir ou chasse. Et en fait, on leur propose un mode de gestion qui corresponde effectivement à leur desiderata. La gestion durable de ces forêts est un acte indispensable. Indispensable. Aujourd'hui, il y a 3 choses qui nous animent. Outre effectivement que la forêt, c'est un patrimoine naturel vivant, c'est aussi pour nous et pour l'essentiel de nos producteurs un lieu de production de bois, parce que notre métier, c'est de produire le bois dont la société a besoin pour se chauffer, pour faire des meubles, pour construire. Voilà. Donc c'est effectivement la vente des bois qui permet aux propriétaires de financer à très long terme avec des taux de rendement qui sont assez faibles aujourd'hui, mais qui permettent d'entretenir ce patrimoine naturel vivant. Oui, c'est tout de même une source de financement. D'ailleurs, c'est un point important pour les propriétaires. Exactement, aujourd'hui. C'est vrai. Tout à fait. Donc, vous accompagnez sur le terrain ces 18 000 propriétaires forestiers. L'accompagnement, il prend plusieurs formes, j'imagine. Donc, directement en les rencontrant au jour le jour sur leur parcelle, mais aussi à travers la création d'outils qui peuvent leur être dédiés. Et c'est dans ce contexte qu'on se rencontre aujourd'hui. Exactement. Et en fait, le point principal aujourd'hui, c'est que quand un propriétaire vient à nous, la première étape, ça va être de prendre connaissance de son patrimoine forestier, donc d'en faire un diagnostic.
Et on va en parler dans les minutes qui suivent. Mais aujourd'hui, le diagnostic forestier, il est très impacté par ce que nous vivons au jour le jour, le changement climatique. On a déjà des signes très importants sur nos territoires de dépérissement. Et on va accompagner le propriétaire pour planifier sa gestion forestière. Pour, en fonction de ses objectifs, de cadencer effectivement les différentes interventions qu'on va mettre en place dans sa forêt pour effectivement répondre à ses objectifs et valoriser sa forêt et puis produire du bois. Et donc, on est obligé aujourd'hui d'avoir des outils d'accompagnement pour pouvoir effectivement qualifier ou caractériser, je dirais, l'adaptabilité des essences présentes ou pas, et voir potentiellement celles qui pourraient l'être à terme, à un horizon aujourd'hui de forestier, donc de 2100. C'est vrai que les effets du changement climatique aujourd'hui sont bien visibles et vont et continuent à s'intensifier. Donc on observe que ce soit des phases de canicule comme celle qu'on a vécue il y a encore quelques jours et qui vont continuer à s'intensifier et à se présenter. Il y a aussi le stress hydrique qui peut aussi toucher les arbres en forêt. Tu parlais des scolites ou en tout cas je ne sais pas comment on les appelle, les nuisibles qui du coup touchent de plus en plus aussi de forêts et prolifèrent. Voilà, c'est-à-dire que le monde, la nature est ainsi faite que quand un être est en souffrance, il est plus favorablement attaqué par des parasites secondaires qui sentent sa faiblesse et qui viennent l'attaquer et finalement le finir. C'est quand on est malade ou qu'on a un problème, on est plus facilement affecté par une maladie. Donc c'est le cas effectivement des scolites. Alors il y a un point très important, c'est qu'aujourd'hui sur la partie contexte climatique, vous avez tous entendu parler sans doute des travaux du groupe du GIEC qui essaye effectivement de modéliser, je dirais, cette évolution climatique sur nos continents. Vous avez entendu parler également de la trajectoire de référence de réchauffement et d'adaptation au changement climatique qui a été fixée par le ministère de la Transition écologique. Et donc, nous, ça nous interpelle. Et on a passé en revue, effectivement, toutes les essences qu'on utilise habituellement et d'autres essences pour voir quel serait leur degré d'adaptabilité selon certains critères de résistance. Donc en fait, ça fait appel je dirais, aux conditions climatiques, enfin surtout édaphiques et physiologiques des arbres, parce que certaines catégories d'arbres répondent beaucoup mieux que d'autres à des périodes de sécheresse. De pouvoir caractériser, donc un en-lieu donné, puisqu'on est les gens de terrain, donc on est très opérationnel, pour savoir si l'essence en place va passer le cap des prochaines décennies, et si ce n'est pas le cas, quelle autre essence correspondant à un objectif du propriétaire pourrait effectivement prendre sa place. C'est vrai, on observe cela. Alors ça, j'ai aussi appris, j'apprends plein de choses depuis 3 jours au Carrefour international du bois. J'apprends énormément de choses. Et du coup, dans les dernières tables rondes, a été évoqué le fait qu'aujourd'hui, on accompagne les forêts françaises, soit en incorporant, enfin en testant l'intégration de nouvelles espèces, soit en faisant migrer des espèces d'une région à l'autre, parce que les climats en fait locaux ont changé, ont évolué. Voilà. Alors tout à fait. Et alors ce qu'on appelle la migration assistée, effectivement c'est un mot très, très générique. En fait, quand on fait de la migration assistée, c'est qu'on va rapatrier des essences plus résilientes, plutôt méridionales, sudistes aujourd'hui en France, vers le nord de la France. Sauf que ces essences, elles doivent être adaptées au climat actuel qu'on subit aujourd'hui et au climat de demain. Et dans certains territoires, notamment sur le Massif central, il n'est pas encore possible de rapatrier, alors en masse, pour faire de la production de bois, on peut faire des tests, tout de suite des essences très méridionales, parce qu'on peut avoir effectivement encore des hivers qui vont être assez rigoureux et qui feront que l'essence ne va pas bien se comporter. Donc en fait, nous, ce qu'on regarde, ce qu'on check, c'est progressivement de faire avancer les choses avec des essences qui sont aujourd'hui encore adaptées au climat actuel et qui seront adaptées au climat futur. Non, mais les acteurs de la forêt ont un rôle indispensable, c'est certain. Ouais. Et puis je trouve une humilité parce qu'on travaille aujourd'hui pour demain en essayant de faire du mieux qu'on le peut. Exactement. Et en faisant plutôt qu'en ne faisant rien, quoi. Exactement, c'est vraiment un outil d'aide à la décision.
Et puis concernant le changement climatique, avec les travaux des scientifiques et de la recherche, on en apprend tous les jours et puis les modélisations vont continuer à évoluer dans un sens qu'on espère positif au niveau de la société, même si les indicateurs aujourd'hui sont plutôt assez défavorables, de connaissance aussi du comportement des essences. Et on va se nourrir de tout ça pour améliorer notre outil, quitte même à intégrer dans notre outil, je dirais, des indicateurs différents. Parce qu'aujourd'hui, on a 3 gros indicateurs climatiques. Je dirais la résistance au déficit hydrique de l'essence en question. Grosso modo, le déficit hydrique, c'est quoi? C'est la capacité disponible de l'eau dans le sol qui est puisée par la plante et qui est alimentée par les précipitations. Sauf que la plante et la végétation évapotranspirent, donc puisent dans cette réserve, dans cette cuve du sol, et à un moment donné, potentiellement, il n'y a plus d'eau. Et en fait, certaines essences ont des capacités beaucoup plus importantes de résilience à cette période que d'autres. Donc on va caractériser ça. On va caractériser l'aspect résistance au froid. On va caractériser, je dirais, un autre indicateur qui est le besoin de chaleur de l'essence. Voilà, en se projetant aux horizons 2100 et en utilisant ces critères aujourd'hui pour pouvoir aller chercher des essences qui existent ailleurs aujourd'hui et qui sont en capacité de résister à ces indicateurs. Ça prend quelle forme? C'est quoi? C'est une application? C'est un site internet? Alors, c'est une application Android qu'on a développée, qui tourne effectivement auprès de tous nos collaborateurs qui ont été formés, qui nécessite une formation au préalable, puisque en fait, il y a 2 étapes dans le diagnostic. On travaille à l'échelle de la parcelle, donc de là où on se situe, et on va faire des sondages pédologiques à l'intérieur pour caractériser effectivement l'horizon pédologique qui va nous permettre de caractériser ce qu'on appelle la grosseur de la cuve, c'est-à-dire la capacité du terrain à retenir l'eau. On va caractériser le pH, je dirais le fait qu'il y a du calcaire actif, le fait qu'il y a de l'engorgement, la texture et autres. Et tout ça, ça va nous donner un profil pour lequel on va pouvoir sortir des indicateurs. Et après, deuxième temps de l'opération, c'est qu'on va projeter les climats. Alors le climat actuel, on le connaît, et le climat de demain. Et ce qui va nous permettre de sortir des indicateurs et de dire, tiens, telle essence pourrait faire, parce qu'effectivement, elle est dans le bon, je dirais, la bonne fenêtre de tir de tous ces indicateurs. Mais c'est un atout considérable pour le propriétaire forestier, parce que du coup, il a au même moment un état des lieux à l'instant T de sa parcelle ou de ses parcelles forestières, et la projection qui lui permet aussi de pouvoir projeter du coup les travaux qui seront à faire ou à mener. C'est très bien ce que vous dites, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est nos adhérents qui nous ont demandé de travailler là-dessus. Parce que jusqu'à présent, si vous voulez, quand on prévoyait des travaux ou la vitesse d'avancement, des coupes d'amélioration, d'éclaircies dans les peuplements, on disait, vous avez des arbres, il va falloir les récolter parce qu'ils ne sont pas en forme. Qu'est-ce que je mets à la place? En fonction de la sensibilité du conseiller, plutôt climato-sceptique, plutôt proactif, souvent au doigt mouillé, ils ont dit non, c'est pas possible, il faut que vous caractérisiez les choses. Et donc, c'est le plan stratégique de la coopérative qui a été établi en 2023, qui a mis très clairement comme objectif d'avoir un outil d'accompagnement, force de proposition, d'aide à la décision, sachant que la décision revient aux propriétaires, pour nos adhérents. Bien sûr. Et donc cet outil aujourd'hui, il est utilisé, donc vous avez dit, par vos équipes en interne. Exactement. Sur l'ensemble du coup des antennes. Sur l'ensemble de la coopérative, effectivement, c'est intéressant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cet outil nous permet donc de sortir un diagnostic. Et puis, on n'est pas les seuls à travailler sur le changement climatique. Oui, bien sûr. Donc, il y a d'autres outils. Et on croise les données. On croise les données pour voir si on arrive à peu près au même résultat. Aujourd'hui, il y a un consensus sur tous ces outils. La force de notre outil, c'est qu'il est très opérationnel. Il répond à notre problématique métier. Il engage une discussion que peuvent soutenir nos conseillers parce qu'ils connaissent, je dirais, le cœur du réacteur de l'outil, pour dire pourquoi, effectivement, aujourd'hui, par exemple, le Douglas dans le Charolais n'est plus trop à sa place pour les décennies à venir. Et puis d'entamer une véritable discussion avec le propriétaire adhérent qui, en fonction de son aversion au risque, va dire vous avez raison, effectivement, on va mettre autre chose. Ou alors je tente parce que c'est ma propriété et je vais mettre du Douglas. Voilà. C'est très intéressant. Un grand merci pour ce partage. Alors l'outil s'appelle comment? C'est Sol Climat Forêt. Sol Climat Forêt. Si certains d'entre vous des propriétaires forestiers sont intéressés, ils peuvent se rapprocher, je pense, de la coopérative. La plus proche. Voilà.
Et puis pourquoi pas demander du coup un diagnostic. Un diagnostic, tout à fait, tout à fait. Ça vous a permis aussi, je pense, de gagner du temps, non? Et puis d'avoir un autre dimensionnement dans l'action du technicien ou de la technicienne forestière. De vraiment mettre un doigt, parce que nous, le changement climatique, on le voit au jour le jour. Et ce qui nous attend, il faut vraiment se préparer aujourd'hui à des climats beaucoup plus sévères climatiquement pour la végétation. Il faut se préparer aussi à produire moins et autrement. Oui. Ce qui fonctionnait, alors moi quand j'ai fait mes études forestières, ça remonte un peu maintenant, mais il y avait des méthodes qui étaient écrites, ça marchait à peu près partout et ça fonctionnait. C'est fini ça. Aujourd'hui, on est obligé d'aller dans des choses beaucoup plus pointues, beaucoup plus prospectifs. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Voilà, la nature est en train de redistribuer les cartes. Donc on va, je pense, dans les prochaines décennies, découvrir ou redécouvrir certaines essences. Exactement. Et être amené du coup à voir différemment nos forêts françaises. Et puis l'enjeu aujourd'hui, c'est que tous nos industriels qui nous entourent aujourd'hui, c'est qu'ils ont investi quand même lourdement dans leurs usines. Oui. Et il faut qu'on les approvisionne de façon durable dans le temps, dans les décennies à venir. Il faut qu'on soit en capacité de leur proposer ce bois dont ils ont besoin. Et ça, c'est un point important. Et ça, c'est important. Ouais. On va pas nous, les forestiers, on ne se résout pas à récolter des bois morts. Parce que ça, voilà, les bois morts, on diminue fortement les usages. Voilà. Et donc, il faut qu'on renouvelle la forêt. La plantation, pour ce faire, est un élément essentiel d'adaptation des forêts au changement climatique. Et trouver les essences qui vont permettre à nos industriels de combler les usages pour lesquels ils ont besoin de ces bois-là. L'action va se mener en fait à 2-3 niveaux. Exactement. D'un côté, le client final le client final professionnel ou particulier qui va devoir aussi changer peut-être sa perception de recours aux matériaux bois ou du bois tel qu'il l'imagine ou tel qu'il l'a imaginé, tel qu'il l'a connu, en acceptant d'utiliser ce que les forêts françaises nous proposent et nous offrent au moment où on décide de construire ou d'aménager. Le propriétaire forestier qui est accompagné pour faire les bons choix dans le bon sens. Et puis le professionnel aussi, l'entreprise qui, elle, du coup, doit être approvisionnée en bois et peut-être s'adapter, peut-être changer aussi, du coup, en fonction de l'essence qu'il avait l'habitude de travailler ou des essences qu'il avait l'habitude de proposer. Exactement, tout simplement. tout à fait. Par exemple, typiquement sur la ressource disponible aujourd'hui, dans certains territoires, l'épicéa, le bois blanc va disparaître. Bon, les industries qui utilisent du bois blanc aujourd'hui commencent à réfléchir par quel matériau, quelle autre essence on va pouvoir effectivement assurer l'approvisionnement de l'usine. Alors il y a du sapin, il y a d'autres choses qui existent, mais c'est un vrai sujet. Oui, tout à fait. Bon, j'ai toute confiance en les acteurs de la filière forêt-bois qui sont agiles et qui savent s'adapter et du coup évoluer. Un grand merci Michel pour ce partage. Merci Sarah. On retrouvera bien sûr toutes les informations sur le site CFBL et puis on partagera dans la publication qu'on fera de cette vidéo tous les liens utiles permettant à nos internautes, à nos auditeurs d'en savoir un peu plus. Entendu, très bien. Si vous avez apprécié cette séquence, n'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter et je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci Michel.